Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste à l'Institut Pasteur, entre autres. Vous êtes membre du conseil scientifique. Nous avons besoin de vous pour savoir où on en est autour de ce Covid, parce qu'on entend 1000 choses. 22 000 personnes sont hospitalisées en France aujourd'hui. Près de 4000 patients en soins critiques. Le Covid, ou la Covid, comme on voudra, continue à tuer. Au milieu de tous les débats, aurait-on tendance à l'oublier ? Alors, en tout cas, pour nous, non, on ne l'oublie pas, évidemment, puisqu'on est sur une phase de transition entre deux variants. Le variant Delta qui nous a touchés à l'automne, le variant Omicron qui est arrivé sur le mois de décembre et qui maintenant est très largement prédominant sur le territoire français, 90% sur une bande qui va du nord de la France à la Bretagne en passant par la région parisienne. Et puis qui décroît pour être aujourd'hui à peu près à 70% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais avec des chiffres qui vont probablement augmenter. C'est un variant qui se propage extrêmement bien. Bien. Variant qui se propage, ce qui veut dire que le Delta est encore là, notamment dans le Sud-Est, ce qui explique pourquoi dans le Sud-Est, les services de réanimation sont débordés. Plus débordés qu'ailleurs en France. C'est une des inquiétudes que nous avons avec ce que la vague Omicron, et on va en reparler, va rajouter. C'est que sur la moitié sud de la France, que ce soit Nouvelle-Aquitaine, Occitanie ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, les services d'hospitalisation conventionnelle, les services de soins intensifs sont encore remplis de patients touchés par le variant Delta et que ce que va rajouter la vague Omicron va être très difficile pour eux à supporter. Arnaud Fontanet, pourquoi, je vous ai lu, je vous ai entendu, pourquoi réclamez-vous un effort de plus aux Français ? Alors, il y a actuellement une certaine tendance à relativiser, banaliser ce variant Omicron en disant finalement, il est moins virulent, moins dangereux. Laissons-le circuler. Moins dangereux que les précédents, il fait des rhumes, des petites manifestations cliniques peu importantes. C'est l'occasion d'avoir une stimulation immunitaire supplémentaire et il y a une erreur fondamentale qui est faite avec ce raisonnement, qui est celle de se dire on ne pourra pas l'arrêter, donc laissons-le filer, alors que des changements peu importants, mais conséquents quand même, de nos attitudes, peuvent complètement changer la dynamique de cette épidémie. Je vais juste vous donner un exemple. Si nous diminuions tous de 20% de contacts, ce qui n'est pas grand-chose, on fait un peu attention, on annule un dîner qui devait venir, on ne fait pas la réunion pour l'anniversaire de l'enfant le week-end prochain, etc. Si on diminue de 20% de contacts, on divise par 2 le nombre d'hospitalisations à venir dans 15 jours, et c'est considérable. Je vous dis ça parce que cette petite musique que l'on entend de plus en plus, que l'on lit sur les réseaux sociaux par exemple, oui, Omicron est moins dangereux, donc il y a moins de risques, donc on peut y aller, on peut vivre tout à fait normalement. Finalement, à quoi ça sert de se faire vacciner, à quoi ça sert de se masquer et à quoi ça sert de se faire tester. Alors, est-ce qu'on risque le pire encore ou pas ? Alors, ce qu'il faut comprendre avec Omicron, c'est que effectivement, il donne des formes cliniques moins sévères. Cela tient au fait que c'est un virus qui se multiplie plus facilement dans les voies aériennes supérieures, moins dans les poumons, donc il y a moins de pneumopathie. Si on compare avec Delta, quand on est infecté par Omicron, on divise par 2 son risque d'hospitalisation, et une fois hospitalisé, vous divisez par 3 le risque d'aller en soins intensifs. Donc c'est effectivement des formes cliniques plus légères. Néanmoins, comme le nombre de cas est beaucoup plus élevé, et on le voit ces jours-ci, on est à des chiffres de 300 000 infections par jour. Oui, en moyenne, 300 000. Qui en fait veut dire, parce que les services de dépistage sont saturés, qu'on est probablement à 500 000 par jour. Si on compare avec les 30-50 000 qu'on avait à la fin de l'année 2021, on voit bien qu'on a multiplié par 10 le nombre de cas. Donc même si vous divisez par 2 le risque d'hospitalisation, et une fois hospitalisé, vous divisez par 3 votre risque de passer en réanimation, vous avez quand même un afflux de patients qui va arriver vers les admissions des hôpitaux dans les 15 jours qui viennent, qui a déjà commencé, notamment en Île-de-France où le virus circule beaucoup. Ce ne seront pas les mêmes patients qu'avant. Ce seront des patients, entre guillemets, plus légers, qui auront besoin d'hospitalisation plus courte. Moins iront en réanimation. Ils viendront pour 4 jours, par exemple. Un premier bilan le premier jour, puis 2 jours avec de l'oxygène dans le nez au moment un peu critique, et puis on les renvoie chez eux avec peut-être une oxygénothérapie à domicile. Mais ça va être quand même énormément de patients. Et ça arrive sur des services hospitaliers qui sont fatigués de 2 ans de crise,
avec un absentéisme aussi dans les services hospitaliers qui va être aggravé par le fait que beaucoup des personnels soignants vont être infectés eux aussi. Pic des contaminations mi-janvier. Donc ce sont les projections, les modélisations de l'Institut Pasteur. C'est bien cela, Arnaud C'est ça. Fontanet. Alors après, il faut... Et on va passer à quoi? À 5000 nouvelles hospitalisations par jour? On pourrait atteindre ce chiffre? Alors actuellement, pour ce qui est du pic des infections, effectivement, à l'échelle nationale, il sera autour de la mi-janvier, mais il faut savoir qu'il y a des différences régionales, hein, comme on l'a déjà dit. Oui. Ça arrivera un petit peu plus tôt dans la région Île-de-France et dans le nord-ouest de la France, un peu plus tard dans la partie sud et sud-est de la France. Et ce sera suivi, une semaine plus tard, par un pic d'admission à l'hôpital, qui effectivement pourrait nous amener à un nombre d'admissions quotidiennes qu'on voit aujourd'hui quelque part entre 2000 et 5000 par jour. Alors vous me dites, c'est une énorme fourchette, 2000 à 5000. Mais c'est précisément parce que si nous faisons attention, si nous changeons nos comportements, on peut faire passer le 5000 à 2000. Et c'est absolument fondamental aujourd'hui de se mobiliser pour réduire ce nombre d'admissions à l'hôpital. Parce que là, 2 à 5000 par jour, on est à peu près au même niveau que le pic des vagues précédentes. Mais une fois de plus, avec des patients un peu moins sévères. Donc Arnaud Fontanet, je résume parce que c'est important pour celles et ceux qui écoutent ou qui regardent. Donc nous allons atteindre le maximum d'infections d'ici une semaine, à peu près. Et ensuite, 10 jours après, à peu près, un maximum d'entrées à l'hôpital. Ensuite, ça va rebaisser, Arnaud Fontanet. Est-ce que nous voyons la fin proche de cette épidémie ? Alors, on a toujours cette inertie qui existe entre le pic des admissions à l'hôpital, puis les hôpitaux se remplissent, et puis après, le nombre de patients va diminuer. Là, une fois de plus, avec des hospitalisations un peu plus courtes, moins de patients qui partiront en réanimation, mais une fois de plus, une période vraiment difficile pour l'hôpital, et on l'a dit en début d'émission, dans le sud de la France, vraiment difficile. Qu'est-ce qui va se passer après ? Alors, ces chronologies qu'on vous donne, c'est pour avoir une certaine vision de ce qui va arriver, mais bien sûr, il ne faut pas les prendre, je dirais même à la semaine près. D'abord, il y a des variations régionales, et puis on voit bien dans les incertitudes qu'ont les modèles que ça peut tout à fait changer, mais c'est l'ordre de grandeur, pour que quand même on ait tous des perspectives. La perspective, c'est qu'effectivement, au mois de février, le nombre de contaminations baisse considérablement, et on l'espère au mois de mars qu'on soit arrivé à des niveaux beaucoup plus faibles. Au mois de mars, beaucoup plus faible. Il y a des politiques, Éric Zemmour, mais d'autres aussi, qui affirment qu'il y a de moins en moins de morts, enfin qu'il n'y a pas d'augmentation de morts du Covid. Alors, il y a d'ailleurs sur la dernière semaine. Mais il y a toujours un décalage entre les admissions à l'hôpital, puis les patients qui y restent, certains qui passent en réanimation, certains qui décèdent. On voit actuellement le nombre de décès augmenter. Je crois qu'on atteint 200 par jour à peu près ces jours-ci. À peu près, oui. Et plus 14% en une semaine. Ce qui est vrai avec la vague Omicron, c'est que ça ne se traduira pas, comme les vagues précédentes, par une augmentation très importante des décès, mais une fois de plus, l'engorgement des hôpitaux qui ne va pas simplement affecter les patients atteints de Covid, mais les patients qui ont beaucoup d'autres pathologies qui viennent à l'hôpital parce qu'ils font un infarctus. C'est le premier souci d'ailleurs. Ils font un accident vasculaire cérébral. Il y a eu toute la déprogrammation qui a été nécessaire pour libérer les lits de patients qui attendaient des interventions chirurgicales. Donc c'est là où Omicron va être très déstabilisant. Bien, Arnaud Fontanet, je vous pose une question simple. Là encore, c'est une question, j'entends cela. Est-ce que le bilan Covid-19 serait plus lourd si aucune mesure n'avait été prise ? C'est ce que je vous ai dit au début. S'il n'y avait pas, à partir du 3 janvier, une diminution de 20% de nos contacts, de la transmission, on aurait 2 fois plus d'hospitalisations. Bon. Donc parce que certains médecins aussi, rares, mais le laissent entendre. Oui, non, mais ça vraiment, ça pour nous, très peu de sens. Il y a, comme vous le savez, des projections qui sont faites par des modélisateurs. Il y a beaucoup de très bonnes équipes qui travaillent sur ce sujet. Celle de Simon Cochemez qu'on connaît à l'Institut Pasteur, Vittoria Colizza à l'INSERM, il y en a beaucoup d'autres. Et tous sont d'accord avec ce constat, c'est qu'on peut encore aujourd'hui, et c'est, je l'espère, ce qui a commencé à partir du 3 janvier, c'est vrai que la période des fêtes était particulière, mais je pense que les Français ont fait très attention, comme l'année dernière, et que ça aura un impact. Et puis là, avec des mesures comme le télétravail, et une fois de plus, les gestes que nous pourrons faire individuellement pour diminuer nos contacts, on peut vraiment impacter l'épidémie. Est-ce que le pass vaccinal qui sera appliqué à partir du 18-19 janvier, en fonction du vote Sénat-Assemblée, est-ce que le pass vaccinal est utile ? Alors le pass vaccinal, on le sait tous, a une fonction qui a très bien marché jusqu'à présent, qui est celle d'inciter à la vaccination. Oui. Ça, c'est fondamental. La vaccination, c'est indispensable. C'est absolument indispensable. Je vous dis ça parce que j'avais le professeur Combe la semaine dernière, qui est intervenu ici mercredi matin. Ça fait beaucoup de bruit. Que disait-il ? Il disait les vaccins dont nous disposons sont de mauvais vaccins. Pourquoi ? Parce qu'ils ne protègent que quelques mois.
Est-ce que ce sont de mauvais vaccins? Alors, il y a deux éléments dans la protection. Il y a la protection contre l'infection, et effectivement, elle diminue avec le temps, mais il y a la protection contre les formes graves de la maladie. C'est ça qui est le plus important, puisque les formes graves, c'est là où se trouvent les souffrances humaines, et c'est là où se trouve l'engorgement des hôpitaux. Et juste pour vous donner un exemple, par rapport au variant Omicron, ce qu'on a maintenant, les premières données qui nous arrivent du Royaume-Uni, où ils ont eu l'occasion de l'étudier plus en profondeur, puisque la vague est arrivée plus tôt chez eux. Quand vous êtes en fin de deuxième dose, j'ai envie de dire à 6 mois de votre deuxième dose, vous êtes protégé à 50% contre les formes graves, contre l'hospitalisation. Mais si vous faites votre rappel, vous montez à 90%, voire 95% de protection contre les hospitalisations pour les plus de 65 ans. 95% pour donc les ça, c'est plus de absolument 65 essentiel. ans. Ouais. C'est que les vaccins... Le rappel, quoi. Le rappel et la série, finalement, qu'on a eu d'injections depuis le début de cette épidémie, nous ont conforté une immunité, alors qu'on appelle humorale, c'est des anticorps qui protègent contre l'infection, mais on l'a vu imparfaitement, et c'est là où les rappels permettent de faire remonter le niveau, mais de façon temporaire, mais aussi stimulent notre immunité cellulaire, qui, elle, protège contre les formes graves de façon beaucoup plus durable et est beaucoup moins altérée par les mutations du virus, parce que l'immunité cellulaire, elle couvre une partie beaucoup plus large du virus, donc beaucoup moins sensible à ces mutations. Arnaud Fontanier, en Italie, la vaccination est obligatoire pour les plus de 50 ans. Dans les transports en commun, vaccin obligatoire. On prend le bus, on prend le métro en Italie, on prend le tram. On est obligé d'être vacciné. Est-ce qu'on devrait aller jusque-là en France? Alors, la question est de savoir finalement quelle est la meilleure stratégie pour convaincre les personnes qui n'ont toujours pas voulu se vacciner de le faire. Alors on sait aujourd'hui, il y avait une enquête de Jeremy Ward de l'INSERM qui a été publiée la semaine dernière sur les non-vaccinés qui montre que 2 tiers d'entre eux ne se vaccineront pas. Donc ils sont 10% en France, les non-vaccinés, et 2 tiers ont dit, ça fait 7% de la population, nous ne nous vaccinerons pas. Alors il y a eu des changements de comportement tout au long de l'épidémie, ils étaient plus nombreux les gens qui disaient ça avant, mais on voit bien qu'il y a un noyau dur. Alors vous avez le choix entre une obligation vaccinale, mais qui, face à des gens aussi déterminés, ne marchera que si elle est assortie de sanctions, et de sanctions lourdes. Et puis on voit bien la difficulté qu'il y aura à les appliquer. De mettre en place des sanctions. Ou alors, effectivement, une approche qui est celle du pass vaccinal, qui est de restreindre les lieux dans lesquels vous pouvez aller pour finalement vous inciter à vous vacciner, parce que vous vous dites bien, si je veux avoir une vie à peu près normale, je suis obligé de me vacciner. Est-ce que totalement vacciné, je transmets moins le virus ou autant qu'un non-vacciné? Alors, si vous êtes totalement vacciné, si vous avez eu votre dose de rappel récemment, vous diminuez quand même de 70% votre risque de vous infecter. Vous diminuez de 90-95% votre risque d'être hospitalisé. Et vous diminuez, et là on a moins de chiffres, parce qu'Omicron c'est beaucoup plus récent, mais on pense probablement de 50% votre risque de transmettre à quelqu'un d'autre. De transmettre 50%, on transmet 50% en moins. Enfin, en moins. Là, je dois reconnaître, sur cette dernière partie, on a beaucoup moins de chiffres, c'est peut-être un peu moins, mais on a quand même ce serait bien de les avoir, d'ailleurs. Ça prend du temps, c'est difficile. Arnaud Fontanier, parlons des tests. Le gouvernement a décidé de multiplier les tests. Des centres de dépistage vont ouvrir à proximité des centres de vaccination. Alors, est-ce que les tests PCR devraient être réservés, comme c'est fait dans certains pays, notamment en Israël, aux plus âgés ou aux plus fragiles? Alors, il y a effectivement, il y a un rationnel pour le faire, parce que c'est le test qui est le plus sensible, qui est le plus à même de détecter le virus. Et les personnes à risque, le plus fiable. Les personnes les plus à risque sont celles pour lesquelles on a vraiment besoin d'un diagnostic, parce qu'il y a des conséquences de prise en charge qui suivent. Si par exemple ils s'aggravent, on sait que c'est la Covid, il faut les hospitaliser. Et puis on l'espère bientôt, il y aura soit des anticorps monoclonaux, soit le traitement Paxlovid qui permettra pour les gens à risque, s'ils sont traités tôt, de diviser par 10 le risque d'être hospitalisé. Donc on a besoin d'un test très fiable. Pour les autres, les personnes qui ne sont pas à risque de forme grave, les autotests, par exemple, peuvent avoir vraiment un intérêt parce qu'ils sont faciles à faire, ils sont beaucoup moins chers. Et ils sont moins fiables. Je dirais qu'une personne qui est... Alors, là, il y a des... On a beaucoup de mal. Il y a des enquêtes, les Anglais vous diront qu'ils sont très fiables. Il y a, en revanche, les Suisses vous diront qu'ils ne sont pas très fiables. Là, il faut qu'on assainisse un peu. Ça peut dépendre aussi des autotests. Et il y a une telle quantité d'autotests que c'est difficile de pouvoir dire pour chacun quelles sont ses performances. En général, ils vous disent si vous êtes contagieux. Leur intérêt, c'est de le faire juste avant le moment où vous allez éventuellement vous exposer ou exposer des autres, parce que ils vous diront si vous êtes contagieux pour ce moment. Mais je dirais par exemple, une personne qui est symptomatique, mais n'est pas à risque de forme grave. Et donc quelqu'un qui est vacciné, qui est jeune, qui a des symptômes, qui veut savoir s'il est infecté, elle se fait un autotest. S'il est négatif, elle le répète le lendemain. Oui, je comprends. Et avec 2 autotests à 24 heures d'intervalle, vous aurez quand même une vision claire des choses. Certains disent aussi qu'il faut arrêter de tester parce que le virus est plutôt bénin.
Alors, on revient à cette même discussion. Le test, ça fait partie d'une démarche qui vous permet de savoir si vous êtes infecté, donc de vous mettre en isolement. C'est important pour protéger les autres, donc il faut continuer à tester. Donc il faut se faire tester et multiplier les tests, même si on a des doutes. Il y a un mois, enseignants, médecins et parents réclamaient une meilleure politique de dépistage à l'école. Là aussi, vrai problème, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué le protocole sanitaire dans les écoles aujourd'hui. Et puis maintenant, les syndicats d'enseignants réclament la fermeture de la classe dès le premier cas positif. C'est raisonnable ou pas? Fermer une classe dès le premier cas positif. Alors évidemment, avec la circulation du virus aujourd'hui, si vous fermez la classe au premier cas positif, il va être très difficile de garder les écoles. Alors, le dépistage, c'est une vraie question dans les écoles. C'est difficile. Au Conseil scientifique, on a, depuis juin 2021, vraiment plaidé pour la mise en place d'un dépistage systématique sur la base de tests salivaires qu'on peut pouler, que d'autres pays ont fait. Il y a l'Autriche qui l'a fait, l'Allemagne l'a fait, l'Angleterre l'a fait avec des autotests. Mais c'était pour nous, finalement, la façon la plus simple d'anticiper les moments où le virus allait circuler beaucoup et d'être capable d'avoir un système en place qui soit beaucoup plus opérationnel. Il y a eu des expériences pilotes qui ont été faites en France, qui n'ont pas été concluantes. Et malheureusement, on se retrouve dans une situation difficile. Pour l'école, aujourd'hui, compte tenu de la situation dans laquelle on se trouve, pour moi, la priorité, c'est de protéger les fragiles qui vont à l'école. Il y a 400 000 enfants de 5 à 11 ans qui sont à risque de formes graves. C'est des enfants qui ont des maladies respiratoires, des maladies cardiaques. Il y a toute une série de listes qui a été établie par la Haute Autorité de Santé, que les parents connaissent très bien pour leurs enfants, que les pédiatres connaissent très bien. Ces 400 000 enfants, ils doivent être vaccinés rapidement. On a un vaccin qui est sûr chez les enfants de 5 à 11 ans. Moins dosé. Qui est trop peu utilisé en France aujourd'hui, qui devrait donc généraliser à la population des 5-11 ans. En tout cas, ce seront pour les parents qui le souhaiteront. Mais vraiment, ces 400 000 enfants qui sont à risque de forme grave devraient être vaccinés tout de suite. Pour l'école aujourd'hui, comme le virus va beaucoup y circuler, il faut protéger ces enfants. Il faut protéger les enfants pour qui il y a des personnes à risque qui vivent autour, des gens avec des déficits immunitaires dans leur famille qui pourraient être infectés si l'enfant revient de l'école avec le virus. Et puis les enseignants qui seraient eux aussi à risque et qui n'auraient pas fait, par exemple, leur dose de rappel. Alors, il y a des enseignants, pas tous, parce que c'est très discuté, qui demandent des masques FFP2. Ces fameux masques FFP2, beaucoup plus efficaces, on est bien d'accord. Alors là, Fontanet. Les données sont compliquées à interpréter. Alors je vais vous dire un petit peu où est-ce que... Allez-y. Alors d'abord, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je discute avec eux, bien évidemment. Idéalement, on aurait aimé faire comme pour les traitements ou les vaccins. Vous faites un essai randomisé, vous tirez au sort, vous donnez à la moitié des gens un FFP2, l'autre moitié un masque chirurgical, puis vous voyez si la proportion d'infectés est différente entre les deux groupes. C'est pas possible, les différences seraient tellement faibles qu'il faudrait des tailles d'échantillons considérables. Donc on est obligé de regarder des données expérimentales. Sur les données expérimentales, quand vous regardez les flux de particules, etc., on voit bien que les masques FFP2 sont plus hermétiques. Ils vous protègent mieux. Donc on a des données expérimentales qui disent qu'ils protègent mieux. Maintenant, quand vous discutez avec des spécialistes d'hygiène hospitalière, dont c'est le métier de faire l'évaluation de ces masques, ils vous disent attention, les FFP2 sont plus durs à porter sur la journée, et notamment quand vous faites des efforts. Là, ce que j'aurais envie de dire, c'est si vous êtes une personne à risque, si vous êtes dans des situations statiques où vous ne faites pas d'efforts, vous prenez les transports en commun, vous êtes au cinéma, un FFP2 vous protégera mieux, et je pense que c'est de bon sens de le faire. Mais pour les autres, le masque chirurgical bien porté protège. Il y a encore des progrès à faire sur la façon avec laquelle les personnes portent le masque chirurgical. Il faut rappeler qu'un masque sous le nez ne protège pas. Par exemple. Arnaud Fontanet. Non, je vous dis ça parce que dans les trains, par exemple, dans les TGV, il suffit de prendre le TGV et il y a au moins 50% des voyageurs qui ont un masque sous le nez. Il y a l'autre réflexe de retirer son masque quand on parle, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce que c'est le moment où il faudrait au contraire le garder. Et je pense qu'on a pris l'habitude de se rendre compte que finalement, ça n'altère pas beaucoup la voie de porter un masque. Arnaud Fontanet, j'ai une dernière question. Un variant combiné entre le variant Delta et le variant Omicron a été détecté par des scientifiques. Vous avez vu ça? Oui, probablement une erreur contamination. Ah bon? On va écarter, je crois. On va écarter, donc il y a aucun danger. Vous n'avez pas vu arriver de nouveaux variants, non, depuis Omicron? Pas de variants significatifs. Pas de variants. Alors il y a des variants qui émergent tout le temps, mais de variants qui puissent devenir ce qu'on appelle préoccupants, comme Omicron, pour l'instant non, heureusement. Heureusement, aucun nouveau variant. Est-ce que c'est un bon signe? Parce que j'ai l'impression que ce virus mute peut-être moins, non? Non, je pense que les mécanismes d'émergence de nouveaux variants, ils continuent d'exister, donc on va toujours avoir des nouveaux variants. La constante, et c'est la partie rassurante quand même de toute cette histoire de la pandémie, c'est qu'au fur et à mesure de l'émergence de variants qu'on appelle préoccupants, ces fameux VOC en anglais, Variant of Concern, eh bien, c'est qu'à chaque fois, c'est l'occasion d'une nouvelle couche d'immunité, soit par une dose de rappel, soit parce qu'on a été infecté, et qu'au fur et à mesure où on accumule ces couches d'immunité, on est mieux protégé, notamment contre les formes graves,
Et qu'à terme, ce qu'on peut espérer, c'est que l'émergence de nouveaux variants s'accompagne d'épidémies avec des rhumes, des angines, mais beaucoup moins de formes graves. Et là, probablement, on sera arrivé à cette transition d'un virus devenu saisonnier qui nous posera des problèmes tous les hivers et il faudra faire des doses de rappel pour les personnes fragiles. Dose de rappel, peut-être une fois par an, comme pour la grippe. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Fontanier. On a besoin régulièrement, et je continuerai à le faire, on a besoin régulièrement d'informations autour de ce virus, bien sûr. Il est 8h53, vous êtes sur RMC et BFM TV.